Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro des podcasts de Théa Isaac. Bonjour Théa. Bonjour Zach. Nous voici donc réunis pour ce... C'est le quantième, le 9e numéro ? Le 10e. Le 10e déjà. Ah, bah ouais. Bientôt on fêtera le 100e. Oui, on bon, est à bah. 10%, ouais, c'est ça. Donc aujourd'hui, nous recevons un nouvel invité. Nous recevons effectivement aujourd'hui Jérôme Quirant, qui a donc fait des études en littérature et qui s'est spécialisé aujourd'hui en taoïsme et en stoïcisme, deux courants philosophiques qui sont quand même assez spécifiques. Bonjour Jérôme. Bonjour. Bonjour, vous êtes une tête alors, c'est ça ? Oui. Oh, vous avez le reste aussi, ceci dit. Alors, je précise quand même que la thématique de cet enregistrement est être ou faire, tout un programme. Effectivement, c'est ce qui justifie qu'on ait appelé un spécialiste un petit peu en la matière. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la question ? C'est une question intéressante et assez pointue quand même. Vous avez une quinzaine, vingtaine de minutes pour vous exprimer. Vous avez un quart d'heure, bonne chance. Alors, comme au bec de philo. Exactement. Alors, j'aimerais aborder cette question sous deux angles de vue différents. Le premier angle de vue, c'est que de nos jours, on est beaucoup dans le faire. Aujourd'hui, quand on voit les gens dans la société qui travaillent tout le temps dans le faire, ils doivent toujours être occupés à faire quelque chose, même pas forcément physiquement, mais ne serait-ce que mentalement, toujours le mental occupé, le brouhaha du mental, etc. Et ça donne une certaine illusion d'être utile, en fait. C'est pour ça qu'on est beaucoup dans le faire aujourd'hui. Une personne qui serait plutôt dans l'être, qui agirait moins, qui turbinerait moins, eh ben on dira de cette personne que c'est une feignante, qu'elle fait pas grand-chose. Alors que pas forcément, en fait. Aujourd'hui, on voit par exemple des personnes qui sont au travail, qui ont un problème à résoudre, et qui turbinent, qui n'y arrivent pas, ils y passent toute la journée pour au final trouver une solution qui marche à peu près bien, mais c'est un petit peu comme rafistoler la coque d'un bateau, quoi. Voilà. Alors que si cette personne s'arrêtait à un moment, si elle était plus dans l'être, elle pourrait prendre du recul sur la situation, sur sa problématique, pourrait avoir une vue plus globale, une vue d'ensemble, qui lui permettrait d'adopter un angle de vue différent, et là, tilt, il y a la solution qui apparaît. Alors, oui, donc le faire remplit l'espace, tandis que l'être lui permet d'avoir vraiment un sens et donner de la légitimité à ses actions. Tout à fait. Finalement, vous prenez davantage de profondeur, quelque part. C'est ça, exactement. Est-ce que c'est ce que prônent aussi le taoïsme et le stoïcisme ? Oui, tout à fait. Par exemple, dans le taoïsme, Lao Tzu parle du non-agir. Alors le non-agir, beaucoup de personnes le comprennent mal, le comprennent comme on reste là, on fait rien, on se tourne les pouces et on attend une intervention divine, je ne sais quoi. Alors qu'en fait, pas du tout. Lao Tzu parle également du fait de devoir vider un vase pour pouvoir le remplir à nouveau. C'est un petit peu le même principe ici, c'est-à-dire que on arrête de turbiner, on arrête de faire des choses ci, de là, on se pose, on fait le vide intérieurement, et c'est ce qui permettra ensuite à la solution d'arriver presque intuitivement. Mais du coup, on se rend compte que ce n'est pas ce n'est pas incompatible avec le faire. C'est-à-dire que quand on est dans l'être, on n'est pas dans l'inactivité. Il se passe quand même des choses. Puisque on fait tout de même un travail, comme je disais, de prise de recul. Donc c'est là qu'on se rend compte que finalement, pour pouvoir bien faire, pouvoir faire un travail de qualité par exemple, bien ça nécessite parfois de devoir être plus dans l'être, plus dans la présence, plus dans la conscience. Ce qui se justifierait par exemple, si on prend l'exemple d'un boulanger qui fait du pain tous les matins pour pouvoir ramener des sous à la maison, ou alors une personne qui est boulanger, c'est quelque chose qui le nourrit vraiment intérieurement, et ça, à la limite qu'il ramène des sous ou pas, qu'il fasse de la quantité ou pas, c'est pas ce qui lui importe le plus, c'est vraiment de faire ce qu'il est en l'occurrence. Et ça, effectivement, la profondeur donne du sens au faire. Tout à fait.
Mais une forme de complémentarité à trouver pour assurer un équilibre entre l'être et le faire. Oui, tout à fait. Ne pas abandonner l'un pour l'autre, ne pas se radicaliser dans une position, mais trouver l'équilibre. Et ça, rétablir peut-être l'équilibre à chaque moment qui en nécessite davantage de l'un ou de l'autre des deux extrêmes. Tout à fait. Ouais, c'est intéressant. Donc finalement, est-ce qu'on ne vivrait pas dans une société qui survalorise le faire et où l'être est complètement en défaut? C'est exactement ça. On vit vraiment dans une société où tout est basé sur l'apparence. Donc forcément, une personne qu'on verra s'agiter partout, qu'on verra travailler, ça sera une personne qui contribue à la société, qui contribue à son bien-être, à son évolution. Alors qu'une personne qui va être plus dans l'être, ça va être, comme je disais tout à l'heure, une personne feignante, une personne qui ne contribue à rien. Et ça me rappelle le témoignage d'un ami qui disait que dans le milieu professionnel dans lequel il évoluait, il lui était arrivé de vouloir véritablement s'investir pour son entreprise dans la mission qui lui était confiée et qui lui mettait vraiment du cœur et de la conscience et tout ce qu'on veut quoi finalement, et qu'il en a été très peu récompensé en termes de reconnaissance. Alors que d'autres faisaient complètement illusion, faisaient beaucoup de bruit, brassaient de l'air, mais avaient une rentabilité quasiment de zéro, et ils étaient adulés, c'est extraordinaire que même à ce niveau-là, avec des résultats ou non à la clé, les responsables de l'entreprise aient préféré les gens qui étaient davantage dans le paraître que dans ceux qui travaillaient vraiment, même s'ils ne le montraient pas. C'est exactement ça, et ça montre là gros problème de notre société actuelle. Finalement, est-ce que tout ce qu'on fait est vraiment utile? Finalement. Ah ouais. Ouais, ça aussi, c'est une question philosophique. L'utilité, ouais, effectivement. C'est vrai que ça pousse loin la réflexion quand même. Et je voudrais rebondir aussi sur ce que vous disiez par rapport à la qualité du travail qui augmente quand on y met de la conscience, de la présence. C'est vrai que ça, c'est quelque chose que j'ai pu remarquer à de nombreuses reprises. Quand je vois par exemple dans différents médias des personnes qui sont vraiment passionnées, qui mettent vraiment d'eux-mêmes dedans. On sent vraiment la différence, même si la qualité par exemple dans l'image ou dans le son est assez pauvre par rapport à des grosses productions, de grosses boîtes, etc. Mais on sent qu'il y a quelque chose de plus que ce qu'on peut retrouver dans des travaux de meilleure qualité en apparence, mais qui sont bien plus pauvres en profondeur. Et ça, j'ai souvent remarqué dans le cinéma, effectivement. Oui, depuis les années 2000, c'est... Mais même en général, je dirais. Quelqu'un qui est un passionné de la réalisation, qu'il soit connu ou non, et qui a un faible budget, qui ne trouve pas le budget auprès d'investisseurs, pardon, et qui va déployer tous les efforts du monde pour mettre en scène son truc, des moyens ridicules, fait souvent un tabac au box-office. Et ensuite, avec cet argent-là, qu'il réinvestit dans une deuxième production où on a un grand tapage d'effets spéciaux, etc. Et là, c'est creux, finalement. On voit à quel point le premier qui a fonctionné avec 3 fois rien de moyens était beaucoup plus captivant que le second, finalement. C'est vraiment... c'est vrai qu'en termes de résultats, c'est le jour et la nuit. Je voulais dire quand même que depuis les années 2000, avec la naissance des effets spéciaux et des productions plus accessibles en un sens avec tous les logiciels qui sont sur les ordinateurs, c'est beaucoup plus simple. Même quand on voit à travers les réseaux sociaux, on peut faire des shorts et des vidéos de bonne qualité avec très très peu de moyens. Ouais. Et donc les personnes perdent le sens de l'effort, de la profondeur, puisque les outils sont tous là, il suffit de faire quelque chose et de le balancer et zou. Et c'est un sage rebondis, le propos est le même finalement. Au niveau technologique, oui, c'est ça. C'est sûr. Et en fait, la technologie accompagne en un sens la fainéantise. Tandis que la technologie devrait simplement pouvoir permettre aux gens de se libérer du temps pour avoir moins de choses à faire. Par exemple, tout bêtement, le fait qu'il y ait un petit robot aspirateur qui passe la journée à ramasser les petites miettes derrière nous, ça permet aussi de libérer du temps pour se poser. Et pendant que l'aspirateur il fait le tour de la maison en 15 minutes, nous on respire, on se retrouve, ou quel que soit ce dont la personne a besoin évidemment, mais ça permet aussi d'avoir des temps de pause pour pouvoir faire des choses qui sont utiles. C'est comme les personnes qui prennent jamais de vacances, au bout d'un certain temps ils perdent grandement en productivité,
Tandis que s'il y a des temps de off, ça relance la machine. Alors, quelle solution préconiser? Parce que ça paraît un peu inextricable, dans la mesure où si l'on se rapproche d'un idéal d'être et davantage conscient, si le résultat est meilleur mais qu'il n'est pas apprécié, que peut-on faire? Est-ce qu'il y a une solution? À part prendre notre société et puis le mettre à la poubelle, hein, en attendant qu'une autre apparaisse. En attendant qu'une autre apparaisse, eh bien, effectivement, c'est assez complexe. C'est épineux, parce qu'il semble ne pas y avoir de véritables solutions. On peut améliorer, on peut condenser la qualité, mais si elle n'est pas appréciée, que fait-on? Il faudrait jouer sur 2 tableaux, ou alors on peut pas, c'est possible aussi. Hein. Effectivement, c'est vrai que dans notre société actuelle, ça semble être une situation assez inextricable, hein, mais à part si, à la limite, on peut travailler à son compte, ou là, on peut peut-être faire un peu plus les choses à sa propre manière, mais encore. Et encore. Quand on parlait vous parliez Théa, de dégager du temps, quand on voit que les entrepreneurs, notamment français, je crois qu'au Canada c'est différent, mais si on prend l'exemple de la France et des pays, en tout cas francophones européens, les entrepreneurs sont assommés d'obligations légales et administratives qui leur prennent 3/4 de leur temps, et il ne leur reste pour gagner de l'argent que le temps de bâcler le travail pour pouvoir se nourrir, sinon c'est fichu. Donc ça me paraît inextricable finalement. Il n'y a peut-être pas de solution à part changer de civilisation. Ce qui est au programme, ça tombe bien quand même. La civilisation de l'être. Mais c'est formidable. Oui, c'est quand même. Et du coup, ça enrayerait ce phénomène de double jeu et de faux semblants permanents de tout le monde envers tout le monde. J'ai l'image du monde politique, mais ça se fait à tous les étages de la société parce que les gens sont formés à investir leurs efforts dans la fausseté et les apparences pour suivre les règles du jeu de ce monde qui consiste à penser une chose et en dire une autre. Exprimer une opinion parce qu'on sait qu'elle va plaire alors qu'on en éprouve une autre. Enfin, c'est incroyable. Alors, comment faire Comment faire? Est-ce que quelqu'un dans la salle a une solution? Apparemment, non. Pas si, j'en ai une, mais... Pas simple. C'est effectivement une solution. Parce qu'à la limite, des solutions existent, mais si elles ne sont pas appréciées, elles ne seront pas considérées comme des solutions. C'est là tout le problème. C'est là tout le problème. Et vous, Théa, vous pensiez à quelque chose? Mais je pensais au bon sens. Le bon sens. C'est cher à votre cœur, le bon sens. Non, mais à la limite, simplement le fait de nourrir en étant quelque chose, ce qu'on veut vraiment, ce dans quoi on veut pouvoir s'exprimer pleinement sans avoir à remplir des quotas ou plaire à un tel ou un tel ou correspondre simplement à des idéaux qui sont prédéfinis et qui forcément de fait ne correspondent pas à ce que nous sommes nous. Ça permet aussi de créer cette réalité et dire ok, moi c'est ça que je veux et je sais que ça va exister, et en le nourrissant, en se posant et en sachant pertinemment que c'est vers ça qu'on tend, ça créera le chemin de manière naturelle de je veux dire, on va pas dans la rue avec des panneaux. Mais c'est vrai que c'est moins actif que ça, pour le coup. En termes de résultats, c'est davantage porteur de nourrir cette approche telle que vous la décrivez, plutôt qu'aller dans les rues et manifester avec des pancartes. Non, ça fait simplement disperser son énergie dans du vent, parce que les gens, ils laissent... Pour qu'une manifestation soit autorisée, ça veut bien dire que ça sert à quelque chose. Si ça sert à quelque chose, ça veut dire que ça ne sert fondamentalement à rien. Évidemment. Donc, de fait, quelqu'un qui va dans la rue pour manifester, on a compris qu'il n'était pas content, mais c'est pas le but. Lutter contre quelque chose, naturellement, ça le nourrit, tandis que nourrir autre chose en délaissant ce qu'on veut pas, pour le coup, la suite logique suit son chemin naturellement et on nourrit ce qu'on veut être. D'accord. Eh bien, pour ceux qui nous écoutent, manifestez, résistez intérieurement, soyez davantage que vous ne faites, peut-être avec plus de profondeur, et le monde suivra. De toute façon, c'est en cours, quoi qu'il en soit, l'issue est inextricable.
Et puis en adoptant aussi cette philosophie de vie, puisqu'à la limite ça peut être considéré comme ça, on se rend vraiment compte que chaque chose qu'on va faire se justifie par ce qu'on est. Et c'est pas dans l'autre sens, c'est pas le fait par exemple d'être boulanger de faire de la boulangerie qui justifie qu'on soit boulanger. Ce serait plutôt le fait d'être boulanger qui justifie qu'on fasse du pain, qu'on fasse ses croissants, etc. Et en remettant un petit peu la cause et la source au début de la rivière, ça permet aussi de suivre un écoulement logique et de laisser le monde reprendre son sens initial. Et d'ailleurs, à ce propos, je voudrais rebondir dessus pour aborder le deuxième angle de vue sous lequel je voulais répondre à cette question. C'était justement par rapport à l'être qui a un impact sur l'environnement. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut retrouver notamment dans certaines philosophies asiatiques, qu'on retrouve notamment dans certains arts martiaux, par exemple. Prenez un vieux maître d'arts martiaux, par exemple, qui a vraiment beaucoup d'expérience dans ce domaine-là, qui va vraiment avoir développé une maîtrise de cet art martial telle qu'il lui suffit de lever le petit doigt et hop, il a gagné un combat. J'exagère à peine, mais alors qu'en comparaison, un apprenti qui commence tout juste cet art martial, il va être beaucoup plus dans le faire, parce qu'il va devoir s'entraîner. Il va devoir acquérir cette maîtrise par l'entraînement, par la pratique, mais tout en y mettant tout de même beaucoup de conscience et de présence. C'est comme une forme de méditation finalement, parce qu'en pratiquant, tout en mettant cette conscience, il va intégrer en lui l'essence de ces techniques, de cet art martial. C'est comme ça que par la suite il deviendra ce maître qui n'a plus besoin de faire plus que lever le petit doigt pour gagner un combat. Ça me rappelle une histoire concernant deux maîtres en arts martiaux dans un pays asiatique, je ne me souviens plus lequel, peut-être le Japon, la Chine, je ne sais plus. C'est une histoire étonnante, je ne sais pas du tout si elle est vraie, mais on me l'a raconté il y a longtemps, elle m'avait toujours marqué. Où il y avait ces deux maîtres qui semblaient être impossibles à battre, et les gens se sont dit, pour finir, il faudrait quand même les faire s'affronter, savoir lequel des deux est le plus fort. Et à force d'insistance, finalement, ils ont accepté de relever le défi, et le matin à l'aube, ils se sont réunis à la place qui était désignée pour ça, et tout le monde était là, présent, pour assister à ce combat, savoir lequel des deux était le plus fort que l'autre. Et ils sont restés comme ça, à se toiser toute la journée, sans bouger. À un moment donné, l'un d'entre eux s'est levé, a salué l'autre, et parti. Il avait perdu. Et les gens ne comprenaient pas ce qui se passait. Mais en fait, tout le combat était psychologique. Ils savaient très bien que s'il y a une simple faiblesse ou un manque de concentration, à un moment donné, l'autre obligatoirement gagnait. Et il n'avait pas besoin de se combattre pour ça. Il a reconnu sa défaite et il est parti. Les gens étaient tous déçus, mais ils ont appris ce jour-là que un maître était d'abord dans l'être, avant d'être dans le faire. Ouais, excellente référence. Le mot de la fin, peut-être ? Il est déjà temps de nous quitter. Soyons heureux. Bon, du coup, on peut simplement retenir qu'en conclusion, l'être justifie le faire. Et du coup, ça nous donne un super sujet de méditation, en tout cas aux personnes qui nous écoutent, pour la semaine prochaine. Absolument. Merci beaucoup, Jérôme. Merci à vous. Merci Théa, bonne semaine à vous. Bonne semaine. Et donc la semaine prochaine, même jour, même heure, comme d'habitude. Prenez soin de vous, bye bye. Allez, bye bye.